Et pour parler des enjeux de cette conférence ministérielle des PRI qui se tient à Rabat, nous sommes avec M. Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, quels sont les enjeux globaux de cette conférence ministérielle des pays à revenus intermédiaires qui se tient actuellement à Rabat? Alors, s'il s'agit de synthétiser ces enjeux globaux, je dirais qu'on peut les présenter sous trois formats. Tout d'abord, bien sûr, il y a un travail sur les pays à revenus intermédiaires, sur eux-mêmes, notamment en termes de réformes structurelles, en termes d'identification des pans de développement, et puis cette obligation en fait de dépasser ce qu'on appelle le piège des revenus intermédiaires, c'est-à-dire après avoir justement préparé toutes les bases d'un passage vers le développement sur un plan des procédures, sur un plan des infrastructures, sur un plan du capital humain, il s'agit de réaliser ce mixage d'une manière réussie. C'est un travail que devraient en fait faire ces pays sur eux-mêmes. Deuxième enjeu, c'est la collaboration et la coopération entre ces pays, parce qu'ils ont des problématiques communes, ils ont des enjeux communs, ils ont besoin de consolider leurs efforts, tout d'abord pour une coopération sur le plan opérationnel, mais également pour constituer une force de négociation avec les autres composantes du tissu économique au niveau mondial, pour justement dépasser les problématiques qui les caractérisent. Et le troisième volet, c'est leur relation avec justement aussi bien les organisations internationales, mais également avec les pays développés, pour une reconsidération un peu de l'enjeu que présentent ces pays-là, parce que c'est vrai, c'est le miroir du niveau de développement, c'est des enjeux sur le plan démographique, sur le plan climatique, et bien évidemment, leur passage à un niveau élevé de développement est une problématique mondiale. Il s'agit d'amener toutes les composantes du tissu politique et économique mondial justement à aller dans le sens justement de permettre à ces pays de dépasser les problématiques sur le plan financier, sur le plan de la formation, sur le plan des aléas climatiques, etc. Et ça, c'est dans l'intérêt de la planète dans son intégralité. Également, quels sont aujourd'hui, selon vous, les défis structurels auxquels les pays à revenus intermédiaires sont confrontés et quels sont aussi les besoins spécifiques de ces économies? Effectivement, parce que ce sont des pays qui ont un caractère un peu spécial. Tout d'abord, bien sûr, nous avons les pays les plus avancés et nous avons les pays pauvres. Et puis, nous avons des pays à revenus intermédiaires qui sont entre les deux et qui parfois ne sont pas considérés d'une manière préférée, notamment au niveau de tout ce qui est financement, l'accès au financement, d'autres considérations qui font que peut-être ils sont relativement moins considérés. La deuxième chose, c'est que ce sont des pays qui, en général, ont fait un effort ce qui les a amenés à être dans une situation de revenus intermédiaires. Ils ont amélioré leurs ressources, ils ont amélioré toute la préparation du passage au développement, notamment au niveau des réformes structurelles, au niveau de la formation, au niveau de l'intégration de la jeunesse, de la femme, etc. Tout cela, il y a une évolution, mais reste justement le mixage et justement, en fait, d'aller vers un véritable projet de développement. Bien sûr, ils ont besoin d'un soutien en termes d'accès à la technologie, en termes d'accès au marché, en termes d'accès au financement, et ce qui fait qu'ils ont besoin d'une considération à part au niveau de l'arsenal économique mondial. Et c'est pour cela que c'était nécessaire qu'ils se regroupent, qu'ils se concertent, qu'ils se consolident et qu'ils développent une force de négociation et de persuasion, parce que l'enjeu, il est important, d'autant plus qu'il s'agit pratiquement de plus de 100 pays qui sont qualifiés de pays à revenus intermédiaires. On dénombre aujourd'hui 108 pays. Également, ils constituent plus de 30% du PIB mondial. Donc, l'enjeu est fondamental. Et bien sûr, c'est pour cela que ce genre d'initiative, chapeautée par le Maroc, est aujourd'hui nécessaire pour justement aller de l'avant pour ces pays, comme j'ai dit, qui représentent un poids très important sur le plan démographique et sur le plan économique. Outre également la stagflation plutôt qui est contenue, la dette ne cesse de croître dans ces pays à revenus intermédiaires, notamment en 2022. Il a atteint le pic historique de 65%, ce qui réduit donc de facto les investissements pour le développement durable dans ces pays. Quelle alternative pourrait-on privilégier selon vous pour y faire face ?
Alors l'alternative, en fait, on peut déjà la déceler à travers la lettre royale, le message royal qui a été adressé lors des assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI au mois de novembre à Marrakech, où il a consacré toute une partie de son message justement d'une part à la reconsidération de l'accès au financement pour les pays en développement d'une manière générale, et puis à une restructuration, à une réforme de la gestion en fait des organisations internationales, notamment la Banque mondiale, le FMI, pour justement permettre plus d'accès au financement pour des pays, notamment des pays africains, qui sont donc une grande partie des pays à revenus intermédiaires, et bien sûr qui aujourd'hui ont besoin, vu leur potentiel de développement, d'un accès plus facile au financement international. Malheureusement, il y a différentes aujourd'hui contraintes. Vous avez évoqué l'inflation qui aujourd'hui pénalise ces pays, mais également le ralentissement de la croissance qui fait que la disponibilité des moyens financiers, aussi bien au niveau du tissu financier privé qu'au niveau des organisations de financement international, devient un peu plus difficile. Et donc, il y a une difficulté aujourd'hui à l'accès au financement. Et ça, je crois, il pénalise les pays à revenus intermédiaires parce que, d'une part, ils ont un potentiel de développement très élevé. Il y a également un enjeu démographique. Si on ne donne que l'exemple de l'Afrique, qui aujourd'hui est à 1,2 milliard de population, il va passer à l'horizon 2050 à 2,5 milliards, avec un potentiel de croissance élevé. Et s'il n'y a pas l'accès au financement, cela risque justement de pénaliser ce potentiel de croissance, aussi bien dans sa dimension économique que dans sa dimension impact de cette dividende démographique. Et donc l'enjeu est de taille, c'est pour cela que constituer une force de négociation, de persuasion est très très important, et d'où bien sûr cette initiative du Maroc, et d'ailleurs le Maroc aujourd'hui qui donne plusieurs expériences et exemples qui vont dans le sens de la consolidation des relations entre les pays à revenus intermédiaires. Sa Majesté a lancé le gazoduc Maroc-Nigeria qui va dans le sens. L'initiative d'Atlantique, d'une part, d'une manière générale sur la côte de l'Afrique, mais également l'ouverture des pays du Sahel sur l'Atlantique, également tout ce qui est développement de la formule, ce qu'on appelle le triple A de l'agriculture, également le développement des fertilisants pour permettre à des pays à revenus intermédiaires de développer leur agriculture. Donc le Maroc aujourd'hui se positionne comme un leadership, comme un pays qui peut contribuer forcément au renforcement des liens entre ces pays à revenus intermédiaires, comme j'ai dit, qui ont des caractéristiques, qui ont des spécificités particulières. Abdellatif Komat, merci. Je rappelle que vous êtes donc doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci pour l'invitation.